confinement joue son rôle. On l'a dit, on l'a répété, on a insisté lourdement même parfois sur l'intérêt de ce confinement. On le voit là, c'est vrai, depuis 3 jours, les choses semblent s'être calmées. Pour autant, je le disais, il ne faut pas crier victoire trop tôt, il ne faut pas lever la garde. On a gagné des petites batailles, il y a encore certainement de nombreuses batailles à mener. Et donc, restons vigilants. Restons vigilants. Continuons à appliquer les mesures barrières. Partout où elles ont été appliquées, elles ont montré leur effet positif. Et donc, voilà, c'était surtout ça que je voulais dire aujourd'hui. Tant mieux si nous n'avons pas de cas positifs supplémentaires détectés, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en existe pas quand même, parce que, je le répète, il y a toujours probablement des porteurs sains, ce qu'on appelle des porteurs sains, des personnes qui sont tout à fait innocentes, qui portent le virus sans le savoir. Voilà, donc c'est bien, mais restons vigilants. Alors, je vais revenir sur quelque chose qui a été dit hier. Il semble qu'il y ait une petite confusion entre le nombre de l'avion militaire qui va arriver, le A400M, et le nombre de militaires qui vont venir. Certains internautes ou téléspectateurs ont cru comprendre qu'il y avait 400 militaires. Non, c'était A400. C'est un A400M, le nom de l'avion. Voilà, c'est le nouvel avion d'Airbus, en fait, de la compagnie nationale, qui dote maintenant les compagnies aériennes militaires. Et c'est un avion très performant qui permet d'avoir un grand rayon d'action avec une puissance de transport importante également. Mais dans cet avion, surtout, sera une équipe de décontamination spécialisée, puisque vous le savez, une des questions qui se pose pour nous, c'est que les compagnies aériennes locales, qui doivent assurer quand même un certain nombre de transports, voire de transferts de passagers en urgence depuis les archipels, ont des difficultés ensuite pour ce qui concerne la décontamination éventuelle de leur avion, s'il s'agissait de passagers porteurs de virus. Voilà. Donc je pense que cette compagnie-là, enfin ces quelques militaires qui arrivent et qui sont spécialisés, nous permettront également de lever un peu cet obstacle potentiel. Alors certains s'inquiètent de la contamination possible de ces personnes anti-contamination. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour garantir qu'ils ne soient pas eux-mêmes? Je ne peux pas penser que l'armée n'ait pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer que les personnels qu'elle envoie soient indemnes de coronavirus. Même type de question pour les personnes qui sont allées en Calédonie ce matin, qui sont parties en Calédonie. Est-ce qu'on a parfaitement vérifié, certains sortaient de quarantaine, est-ce qu'on a parfaitement vérifié qu'ils étaient pas porteurs du virus? Non, les 100 et quelques personnes qui sont parties en sortie de quarantaine, et je pense que c'est à l'arrivée en Nouvelle-Calédonie qu'elles subiront éventuellement des tests si c'est nécessaire, enfin si la Nouvelle-Calédonie l'estime nécessaire. Nous n'avons pas, nous, effectué de tests de contrôle tels que ceux que l'on a déjà décrits sur ces personnes-là. Alors le trajet inverse, les Calédoniens sont heureux peut-être de retourner chez eux. Est-ce que les Polynésiens qui vivent en Calédonie et les Polynésiens qui sont par exemple en Evasan, en métropole, ont un espoir dans les jours qui viennent de pouvoir revenir? Je crois que, vous l'avez certainement vu, le président du pays s'est exprimé à ce propos directement pour notamment les Polynésiens qui sont en métropole, en leur disant qu'ils ne les oubliaient pas et qu'on programmerait un vol un jour sans que la date soit encore précisée, parce que vous le savez, sur les vols de la continuité territoriale, pour l'instant, nous privilégions actuellement les approvisionnements en matériel médical ou en d'autres matériels de type laboratoire, et que ce fret-là ne permet pas ou rend assez complexe l'ouverture aux passagers. Simplement parce qu'en termes de distance et de poids, cet avion, ça nécessite des contraintes, et que c'est ces contraintes qui font que, pour l'instant, et notamment sur le vol
qui arrive ce soir. Sur le vol qui arrive ce soir, il n'y a pas de passagers. Alors ça, on l'a bien compris pour les Vassanais de Paris, mais pour ceux de Calédonie. Alors, je n'ai pas d'informations particulières sur la Nouvelle-Calédonie parce que Air Calin, qui est la compagnie qui assure la jonction avec la Polynésie, je n'ai pas d'informations sur cette possibilité. Donc je ne veux pas m'avancer. Je ne sais pas si il y aura un vol spécifique ou d'ATN ou de Air Calin sur cette destination. Et est-ce que vous en avez sur le contenu du vol qui arrive ce soir? Est-ce qu'on sait enfin Alors, ce qu'il y a dans les soutes? Je vous l'ai dit hier, je ne veux pas avancer parce qu'on a eu tellement de surprises que on a une idée de ce qu'il y a, puisqu'on a un listing, bien évidemment, de ce qui a été probablement embarqué. Et j'attends d'avoir le dépotage, comme on dit, hein, c'est-à-dire... Mais même sans parler des quantités, est-ce qu'on a la certitude qu'il y a des tests quand même? Je ne peux pas affirmer qu'on a la certitude. Voilà. Hein, j'espère qu'ils y sont. On a quelques interrogations à ce propos. Le transitaire qui s'en occupe a fait le nécessaire pour que les tests soient là. Attendons de voir. Sur l'avion militaire l'A400M, son rôle exact sera quoi? Est-ce qu'il pourra faire des allers-retours avec la métropole ou est-ce qu'il aura vocation à rester uniquement en Polynésie? Non, je pense qu'il restera en Polynésie. Oui. Donc pour les deux Vassal dans les îles ici ou pour du fret? Oui, surtout pour un soutien d'ordre opérationnel. Transport de matériel ou transport éventuellement de malades. Ça peut être le cas. Patrio, où est la convention avec les hôtels? Ça avance ce dossier ou pas? Alors, parce que, attends. Nous avons noué convention avec un des hôtels de la côte Est. Là, ça y est, c'est réglé. Par contre, du fait que les Néo-Calédoniens aient quitté le CHE, donc le centre d'hébergement des étudiants, nous disposons maintenant de suffisamment d'hébergement et donc nous n'avons pas signé la convention avec l'hôtel de la côte Ouest qui était candidat aussi. Et donc nous avons suffisamment à l'heure actuelle de lieux d'hébergement pour pouvoir... Par contre, nous sommes en train de négocier une convention avec un hébergement pour les Covid+, dans une autre structure plus éloignée. Mais tous les Covid+, ou uniquement ceux qui souhaitent être là? Non, alors il y aura un partage des Covid+, puisque on ne sait pas encore combien il y en aura. Oui, aujourd'hui, mais demain, il peut y en avoir 10 de plus éventuellement. Ce que je ne souhaite pas, bien évidemment, mais ça, on ne sait jamais. Et on a une structure un peu plus grande qui permettra d'en accueillir suffisamment dans un autre endroit. Est-ce que vous allez suivre les recommandations du Conseil scientifique qui écrit aussi que la promiscuité, il faut soustraire le cas avéré à son environnement pour protéger son entourage? Oui, on a constaté d'ailleurs dans quelques-uns des cas que nous avons il est susceptible d'y avoir eu une contamination intrafamiliale. C'est en effet les recommandations que l'on est amené à donner sur le confinement et l'isolement surtout. Il ne faut pas confondre confinement et isolement. Confinement, ça concerne la population. L'isolement, ça concerne l'individu. Sur les isolements, il y a des difficultés qui sont inhérentes notamment au logement, quand il est pas suffisamment large, pas suffisamment grand. Donc c'est bien ces recommandations. Encore faut-il avoir les structures. C'est ce dont nous nous occupons pour que justement nous puissions limiter au maximum les risques de contamination intrafamiliale. La convention qui a été signée avec un hôtel de la côte Est, c'est pas pour les Covid+. Non. C'est pour quel type de personnes exactement? C'est pour des personnes qui seraient susceptibles de retourner dans leurs îles. Voilà, des personnes qui sont ici et qui sont en attente de retourner dans l'île. Est-ce que l'ambition à terme, si vous avez tous ces lieux d'isolement, ce sera de mettre toutes les personnes qui sont cas positifs dans des lieux isolés? On ne les mettra pas toutes ensemble, puisque ça ne serait pas possible, si jamais il y en a vraiment beaucoup.
mais on aura des centres qui sont sécurisés. Du même type que le CEMIT à l'heure actuelle, là, c'est en face le Taonnet, où je suis allé tout à l'heure pour m'assurer de l'état de santé des quelques-uns qui sont là, des 8 personnes qui sont là, qui sont logées dans des logements militaires, mais avec tout le confort nécessaire, c'est-à-dire il y a de quoi se doucher, il y a de quoi, c'est un studio un peu élargi. Alors le périmètre est un peu contraint quand même, puisque il n'y a pas que ces personnes-là, il y a aussi encore des logements qui sont occupés un peu plus loin. On a cherché des structures, disons, qui seraient plus habilitées à avoir un peu d'espace, avoir un peu de vie possible. On a une structure au Kamika, au-dessus d'Otumaoro, qui pourrait être utilisée. On a donc cette structure sur laquelle je ne veux pas m'étendre parce que la convention n'est pas encore signée. Je pense qu'on aura ce qu'il faut suffisamment pour mettre dans des conditions de sécurité et de confort suffisantes les personnes qui devront rester là 15 jours, voire jusqu'à 3 semaines pour rester en isolement. Ça veut dire que ce sera spécifiquement les personnes qui ont des problèmes justement de promiscuité et qui ont des... Oui, c'est ça, probablement. On commencera par celle-là, bien sûr. Et donc il n'a jamais été question en fait de mettre les Covid plus dans une structure hôtelière, ou alors c'est les autres Alors, qui veulent les hôteliers étaient réticents, on peut les comprendre, non pas tellement à accueillir ce genre de personnes, mais surtout à l'après. C'est-à-dire en termes d'image, ils craignaient que le fait d'avoir eu à héberger des personnes porteurs d'un virus, même si on a fait des décontaminations nécessaires, si on a nettoyé, en termes d'image, ils pensaient que ça pouvait être péjoratif pour leur structure. Ce qui peut tout à fait se comprendre. Après là, on nous a envoyé une photo et on m'a appelé avant le début de ce point de presse avec les CAES là, mis en place par le pays. Et il y a eu un rassemblement ce matin de plusieurs personnes. Parce que ça c'est bon aussi pour éviter justement la non-propagation du virus. Je ne sais pas si vous avez regardé les informations sur Mayotte. À Mayotte, on a fait les structures, c'est un département, donc départemental, ont organisé une distribution alimentaire, d'aliments de première nécessité. Il y a eu là, évidemment, des centaines de personnes qui se sont précipitées, puisque l'état social de Mayotte est assez précaire. Et on voit bien que c'est difficile de gérer les populations. Je ne sais pas ce qui s'est passé, l'événement que vous évoquez, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Tout ce que l'on peut recommander, et c'est ce que l'on recommande, c'est que dans l'hypothèse où l'on doit accueillir un certain nombre de populations, de personnes, on mette en place au préalable des couloirs bien définis pour pouvoir assurer la distanciation, comme c'est fait maintenant dans quelques magasins, même assez nombreux, dans les pharmacies. Vous avez aussi des traces qui sont données au sol pour permettre aux gens de se rester à distance. Si c'est respecté, il y a un risque beaucoup moindre. Il est évident que si les personnes se bousculent entre elles, il leur revient aussi la responsabilité de faire attention. Mais c'est vrai que ça doit être organisé normalement. Voilà, donc... Excusez-moi, oui. Monsieur le ministre. Un certain nombre de parlementaires français ont exprimé et souhaité que le bassin des Outre-mer devienne un petit peu le laboratoire en matière de tests. Concrètement, qu'est-ce que vous en pensez? Et deux, sur le territoire, ça pourrait se traduire comment? Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent laboratoire, mais vous savez, pour ces histoires de tests, nous sommes au début en fait d'une épidémie. C'est depuis le mois de décembre qu'on sait qu'il y a un coronavirus. Les différents tests que l'on peut pratiquer en termes de diagnostic sont soit une recherche du virus lui-même,
et on va essayer de le prélever et de prélever des particules cellulaires qui contiennent le virus. Et vous le savez, ça se fait par des écouvillons que l'on met dans la gorge ou dans le nez, parce que le tropisme de ce virus fait qu'il est surtout dans les voies aériennes. Soit ça peut se faire également par détermination sérologique, c'est-à-dire sur le sérum, d'une recherche de réaction de l'organisme. Mais à ce moment-là, ça ne se fait pas dans l'immédiat. Il faut attendre que l'organisme ait réagi à l'invasion virale. Donc ça ne peut être que dans les jours qui suivent, 10, 15 jours, voire 3 semaines plus tard. Ce qu'on appelle la sérologie. Et puis, vous avez d'autres éléments qui peuvent permettre, non pas de rechercher le virus ou de trouver le virus, mais d'avoir une idée de l'état d'inflammation de l'organisme, la réactivité de l'organisme. Et là, ça se fait sur une goutte de sang éventuellement. Voilà. Donc il y a plusieurs types d'analyses. La première analyse qui a été préconisée, bien évidemment, c'est celle de la recherche du virus. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs de déterminer que l'infection était bien présente sur le territoire. C'est là-dessus que nous avons quelques soucis en termes de prélèvement, non pas pour les réactifs, non pas tant pour les réactifs que pour ces fameux écouvillons. C'est comme des longs cotons-tiges en fait, hein, mais très particuliers, où le coton est très adhérent à la baguette pour ne pas rester coincé dans le nez, par exemple. Et donc ces fameux écouvillons qui sont en nombre relativement limité, mais qui, pour l'instant, nous suffisent. C'est ce que l'on attend en particulier dans le vol de ce soir. Nous verrons si nous sommes satisfaits de nos attentes. Mais il y a également une partie de réactifs qui servent dans les analyses complexes, qui cherchent le virus lui-même, les particules virales, sur lesquels nous sommes relativement limités, mais nous avons un peu de marge. Pour l'instant, c'est surtout les écouvillons qui nous manquent. Ensuite, eh bien, on ne désespère pas de pouvoir être pourvu d'ici, peut-être, si ce n'est pas ce soir, dans la fin de semaine. On verra si on peut être assuré d'une livraison suffisante pour pouvoir le faire. Donc là, les territoires d'outre-mer, je ne sais pas s'ils peuvent servir de laboratoire. Je ne vois pas trop comment ni pourquoi, mais on est tous différents. Pourquoi ? Parce que les stratégies que l'on utilise sont adaptées à notre territoire. La stratégie de la Nouvelle-Calédonie n'est pas tout à fait la même que la stratégie de la Polynésie. La Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire ramassé, enfin uni pratiquement, et leur politique de détermination est un petit peu différente de la nôtre. Ce n'est pas les mêmes que celle de Mayotte, que celle de la Guadeloupe, ou que celle de la Martinique, ou que celle de la Guyane. Chaque territoire a adapté à ses propres spécificités sa stratégie vis-à-vis de la recherche du virus ou de la prise en charge même des patients. Je crois que ce que peut faire la France pour nous aider, si tant est qu'elle le puisse, puisque on sait les difficultés qu'il y a en métropole, ce que peut faire la France, c'est nous aider techniquement et nous laisser le choix de la stratégie, puisque notre stratégie, nous la définissons par rapport à ce que nous observons. Donc nous avons, nous, des réunions 2 fois par semaine pour recaler la stratégie si besoin, et nous nous adaptons à cela. Ce n'est pas, bien évidemment, on suit de très près ce qui se passe en métropole, dans d'autres territoires également. On a des informations permanentes. Vous savez qu'on a avec nous
un représentant de l'OMS, et qui, lui, nous donne ce qui se passe dans le monde, en fait, quels sont les progrès que l'on fait sur dans tel ou tel domaine. Donc, depuis que nous avons commencé à lutter contre ce virus, il y a un mois, nous avons déjà varié un petit peu sur la façon d'aborder les questions. Nous sommes maintenant un peu plus armés. Il nous manque encore un peu de puissance, mais je ne désespère pas que dans les jours qui viennent, on puisse avoir ce qu'il faut. Justement, Patrick, ça fait exactement un mois que le Covid est arrivé en Polynésie. Si c'était à le faire, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui et auquel vous n'auriez pas pensé au début? Je ne regarde pas l'avenir dans les rétroviseurs, hein, c'est clair. Pour moi, la question est devant. Ah, regardez ce qui se passe ailleurs. La meilleure des solutions aurait été, dès le 31 décembre 2019, de fermer les aéroports, puisque le virus était découvert en Chine, et on sait que dans les infections virales, il y a une diffusion naturelle et normale du virus. D'autant qu'on a l'expérience de la grippe, par exemple. La grippe, c'est une maladie asiatique qui se développe et qui couvre le monde entier. Eh bien, dans l'idéal, cette solution aurait dû être mise en place. Vous me voyez aller demander au président du pays de fermer les aéroports sous prétexte qu'il y a une épidémie en Chine. Ça me paraît difficile. Donc voilà, c'est complexe. Je pense que par contre, ce qu'il faut dire, c'est que parmi les pays du monde, on a été un des premiers en la matière à agir de cette façon. Voilà, donc est-ce qu'on l'a fait suffisamment tôt? Est-ce qu'on l'a fait suffisamment un peu trop tard? Eh bien, c'est l'avenir qui nous le dira. Si notre stratégie est bonne, on gagnera, et on gagnera assez tôt. Sinon, ben, on assumera. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, il y a quand même une information que je voulais délivrer, c'est sur la plateforme bénévole. Il y a eu quelques difficultés d'appréhension de cette plateforme. En fait, je voudrais dire, notamment aux communes, que la plateforme est un outil qui est mis à leur disposition. Ce n'est pas quelque chose de contraignant, mais c'est un endroit où les gens peuvent s'inscrire pour dire, voilà, je suis là, je peux éventuellement vous aider et je peux faire quelque chose. Voilà, et donc que les communes ne voient pas la plateforme comme étant quelque chose de rébarbatif, de difficile, de complexe. C'est tout à fait simple. C'est quelque chose qui permet d'établir une liste par commune de personnes susceptibles d'aider bénévolement à soit à apporter des repas, soit à apporter des colis, soit à faire certaines choses. Donc que ce soit bien compris comme ça. Merci. On va peut-être en parler avec le Merci. coordinateur de la plateforme. Très bien. Merci à vous. Vanessa Terguier, je vous en prie, venez au pupitre. Et expliquez-nous le succès, Cher les ami, difficultés également je de vous cette décore plateforme. de l'ordre. Je crois que vous avez eu de veille. 650 personnes qui se sont approchées de vous. Et en même temps, parfois, peut-être quelques difficultés à mettre ça en route, j'imagine. Merci de votre question. Avant toute chose, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Fatereo. Nous sommes tous sur le pont. Mais il n'y a pas que nous. Il ne faut pas oublier le réseau des services de santé, le réseau des services sociaux, la DSFE, services de santé publics et privés, et le réseau des communes. Et tous sont sur le pont. Alors, à notre niveau, par rapport à ce que vient de dire Fatereo, nous avons eu l'idée de monter cette plateforme qui permet de créer un lien entre nous tous
et les professionnels que je viens d'énumérer. Et notamment les professionnels des communes qui n'ont pas attendu la plateforme pour se mobiliser. Ils sont tous mobilisés selon leurs moyens. Et cette plateforme vient en fait apporter un outil complémentaire sur ce qui existe déjà et que nous proposons aux communes. Mais pas que, puisque la deuxième partie de la plateforme qui consiste aux bénéficiaires d'avoir un code d'accès, nous allons l'étendre au monde associatif. Alors le monde associatif est très développé au Fénois. Et il est important que nous y associons le monde associatif. Et cette deuxième partie est en cours de finalisation par l'opérateur. Et nous allons ouvrir la plateforme aux associations sans doute mardi. Alors j'invite les associations soit à se rapprocher des communes pour se faire connaître, puisque qui mieux qu'une commune connaît le monde associatif de son territoire, soit de nous contacter directement. Il y a un numéro de téléphone, il y a un mail sur la page, il suffit de nous appeler, de nous expliquer s'ils souhaitent adhérer à la plateforme et on va leur créer un code. Il n'y a aucun souci pour ça. Quels sont les types de propositions qu'on vous a faites Quels sont les types d'engagements bénévoles qui sont possibles? Alors, pêle-mêle, coursier, dons de nourriture sèche, hein, se mettre à disposition pour toutes sortes d'actions. Tout dépend des besoins. Alors ça va également de l'accompagnement social, psychologique, par téléphone notamment. Les gens n'ont pas besoin de se déplacer. Donc c'est en ce sens que l'ensemble des associations qui sont présentes dans les communes ont leur place à jouer dans ce dispositif d'entraide. Est-ce que si on souhaite être bénévole, on peut avoir quelques libéralités avec le confinement compte tenu de cet investissement? Alors, le dispositif actuel permet à tout un chacun de se déplacer, pas pour aller faire un tour ou pour se promener, mais pour une cause bien précise. Et donc, nous pensons, nous, que le dispositif que le commissariat a mis en place doit le permettre. Alors bien évidemment, s'il s'agit d'une association, peut-être que le président de l'association peut valider le déplacement de ses bénévoles. Tout ceci, ça reste à être précisé au cas par cas. Voilà. En tout cas, c'est une initiative que nous trouvons utile et nous espérons bien sûr qu'elle rende service au plus grand nombre de personnes possible. Voilà. Est-ce que vous avez des premiers retours que vous avez? Combien de personnes se sont manifestées sur cette plateforme, pas côté commune, mais surtout côté bénévole? 650. À l'heure où je vous parle, il y en a 650. Alors, reste à la cellule que j'anime de les valider, pour être sûr que les personnes se sont bien inscrites, ont bien compris. Je reçois des appels toute la journée, des personnes qui demandent quelques précisions, mais ce qui est tout à fait normal. Hein. Voilà. Pierre, est-ce que vous avez, depuis la mise en place de cette plateforme, est-ce que vous avez déjà reçu des dons? Alors, nous on ne reçoit pas de dons à notre niveau. Hein. Alors, comme je viens de le dire, l'opération, pour l'instant, les gens s'inscrivent. Mais à partir du début de semaine, les bénéficiaires, donc soit les communes, soit les associations, vont pouvoir venir puiser dans la liste des bénévoles. Et c'est à ce moment-là que la plateforme va être réellement active. Je parlais d'interactivité l'autre jour. Donc l'interactivité n'est pas opérationnelle maintenant, au moment où je vous parle. Bon, on est le week-end pascal, il faut que l'opérateur puisse compléter la mise en place de cette plateforme, puisqu'on a lancé ça il y a 8 jours, hein, donc ça ne se fait pas non plus en 48 heures. Hein. Dès lors que l'on veut mettre en place quelque chose d'un peu structuré, et ça a été notre volonté. Voilà. Justement, vous expliquez tout à l'heure que c'est du côté des communes que vous avez des difficultés à avoir des interlocuteurs ou Non, les interlocuteurs, on les a, puisque nous avons invité, en tout cas ceux des îles du Vent, nous avons invité les directeurs généraux, ce ne sont pas les Tavernas et on leur a expliqué la plateforme. Ils nous ont fait part de leur remontée, de certains points à préciser. Bien sûr, on en a tenu compte, mais comme je vous l'ai dit,
personne n'a obligation à utiliser cette plateforme. Donc, je pense que les communes qui sont très actives vont sûrement trouver un moyen pour, ne serait-ce que de compléter ce qu'ils font, parce qu'ils font un travail extraordinaire sur le terrain. Ils n'ont pas attendu la plateforme, hein. C'est déjà opérationnel, hein, voilà. On en a des échos d'ailleurs dans les médias, hein, dans vos médias. Est-ce que, là vous parliez des PGS, donc des îles du vent qui ont été associées, est-ce que dans les autres îles qui sont, même si elles n'ont pas de cas, elles sont concernées par le confinement, est-ce que la plateforme s'adresse aussi aux îles sous le vent, comme tout, Marquise? La plateforme est à l'intention de tout le monde, tout le territoire de la Polynésie. Seulement, ce ne sont que les DGS des îles du vent qui ont pu venir, puisque les autres ne peuvent pas se déplacer. Mais ça peut fonctionner pour tout le monde. Mais bien sûr, c'est pour tout le monde. Alors, bien sûr, pour les autres, dès lors qu'ils n'ont pas pu se déplacer, nous avons préparé une notice explicative. Et bien évident que nous sommes à l'écoute, hein, puisqu'on fonctionne 7 jours sur 7 ici, il y a toujours quelqu'un pour leur répondre. Peut-être un petit rappel pratique sur comment vous joindre. Alors, il y a le numéro, sur la plateforme, il y a le numéro de téléphone. Alors, on rappelle peut-être. Mais je ne l'ai pas en tête. www.bénévole au pluriel, covidpf.com. Non, covidpf.com. C'est ça. Voilà, c'est ça, oui. covidpf.com. Voilà. Et votre numéro de téléphone? C'est dessus, c'est sur la plateforme, je ne l'ai pas en tête. Vous Hein. préférez que de toute façon. C'est 40, 45. Enfin, je préfère ne pas le dire, je vais me tromper. D'accord, on vous demande par hasard. Oui, c'est mieux. Ok, et Voilà. l'inscription se fait directement sur la plateforme. Oui, ça se fait sur la plateforme, c'est direct. Et ensuite, nous, on a mission de valider l'inscription. Les gens, peut-être, pour s'inscrire, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin simplement de leur bonne volonté et de pouvoir répondre au questionnaire, nom, prénom, adresse, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent faire, voilà. Sont-ils disponibles, combien de temps, voilà. Mais vous cherchez des compétences particulières quand même ou Alors, on verra tous. Si vous voulez, dans un second temps, les communes ou les associations vont pouvoir exprimer des besoins. Voilà. C'est pas le cas encore. Hein. C'est pas le cas encore parce que les gens ne sont pas connectés. Parce que là, du coup, c'est dans l'autre sens. Hein, c'est une deuxième entrée. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Vous pouvez enchaîner en anglais, Étienne? Dans le principe, c'est Étienne qui va, dans son résumé, il va en parler. D'accord, très bien. Je vous Malheureusement. remercie.